1991, un soir d'hiver, les policiers du 14e arrondissement sont appelés rue de l'Ambre. Lorsqu'ils pénètrent dans le studio de Pascal Escarfaille, ils découvrent le corps sans vie de l'étudiante, qui gît dans une mare de sang. La jeune fille de 19 ans, retrouvée avec son soutien-gorge coupé entre les bonnets et les vêtements tailladés, a été agressée sexuellement. Guy Georges vient de commettre son premier assassinat dans la capitale. 6 autres jeunes femmes perdront la vie ensuite, avant son arrestation et sa condamnation à la perpétuité, aux assises à Paris en 2001, assortie d'une sûreté de 22 ans. Et pourtant, Guy Georges n'aurait pas dû se trouver dehors à ce moment-là. Condamné pour avoir violé et poignardé 2 jeunes femmes, il purge alors une peine de 10 ans de prison à Caen. Bénéficiant d'un régime de semi-liberté, il en profite un soir pour ne pas se présenter à la prison dont il dépend. Il s'enfuit alors à Paris, et vit dans différents squats de l'Est de la capitale. Ainsi commence notre histoire vraie. Bonjour, bienvenue sur Sueur Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Guy Rampillon naît le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François. Son père, George Cartwright, soldat afro-américain, est cuisinier sur la base américaine de l'OTAN, de Marly-le-Roi, de passage en France, et déjà marié aux États-Unis. Sa mère, Hélène Rampillon, angevine, est montée à Marly-le-Roi, pour travailler dans les bars américains. Elle a eu un premier fils en avril 1961, prénommé Stéphane, et né de père inconnu. Ce premier enfant est élevé par les parents d'Hélène, qui s'occupent parfaitement de lui. Guy Rampillon est rapidement renié et abandonné par sa mère, et rejeté par ses grands-parents maternels, qui considèrent que Guy n'est que le fruit d'une aventure extra-conjugale, et ils sont mal à l'aise avec la couleur foncée de sa peau. Hélène Rampillon part vivre en Californie avec Stéphane, elle refera sa vie loin de son deuxième fils, et ne le verra jamais. Guy Rampillon est confié le 9 mai 1963 à la DAS, qui le place dès le 4 juin 1963 dans la banlieue d'Angers, chez la famille Morin qui compte 5 enfants. Madame Jeanne Morin avait déjà eu par la DAS un enfant noir qu'elle avait pleuré, quand on le lui avait repris. Guy Georges est accueilli comme un enfant de substitution. Il révèle très tôt un caractère solitaire, au sein de cette famille nombreuse constituée de 13 enfants adoptés, puis très vite, dévoile un tempérament violent et agressif. Sa mère n'ayant pas signé les papiers officiels d'abandon, il ne peut être adopté. Le 2 février 1966, la DAS constate l'état d'abandon de Guy Rampillon, bientôt pupille de l'État. Afin de faciliter son adoption, par décision de justice le 23 février 1968, on substitue son nom de naissance, Rampillon, qui est celui de sa mère pour le remplacer par un patronyme, Georges, provenant du prénom de son père. Sa scolarité est chaotique, après avoir redoublé le CM1, il entre en 6e de transition en septembre 1974, au collège privé Notre-Dame, à Baugé dans le Maine-et-Loire. Solitaire, ses loisirs consistent à se promener dans les bois et à chasser, à l'exemple de Joe l'Indien, personnage des aventures de Tom Sawyer, avec 2 de ses frères adoptifs. En novembre 1976, à 14 ans, il tente d'étrangler de ses mains une de ses sœurs adoptives, Roselyne Derouineau, handicapée mentale, qu'il apprécie pourtant. Cet incident est passé sous silence par les Morins, sur les conseils du docteur Longereau, qui soigna Roselyne, soucieux de laisser une chance à Guy. Le 31 mars 1978, à 15 ans, il récidive en agressant Christiane, sœur de Roselyne, en tentant de l'étrangler avec un pied de tabouret. Dans les 2 cas, il semble avoir agi par pulsion. Inquiète pour ses autres filles, Madame Morin obtient le renvoi de Guy Georges, dans le foyer de la Marmitière spécialisée, pour les jeunes en difficulté. Malgré un meilleur encadrement, le cas du jeune homme ne s'améliore pas. Le 6 février 1979, il agresse une jeune fille qui se nomme Pascal, à sa descente de bus. Après une tentative de racket, il tente de l'étrangler mais la jeune fille parvient à s'échapper. Arrêté par la police, il est relâché une semaine plus tard. Totalement seul à sa sortie de prison, rejeté par sa famille d'accueil, il déprime et se met à boire. 1 an plus tard, il rechute dans ses crises de folie, et agresse successivement en mai 1980, Jocelyne S puis Roselyne C. Pour cette dernière, l'agression est très violente, puisque Georges poignarde sa victime à la joue.
Arrêté de nouveau, il purge alors 1 an de prison à Angers. À sa sortie de prison le 10 février 1981, il ne fait l'objet d'aucun suivi spécialisé et décide de s'installer à Paris, avec un de ses frères adoptifs, après une expérience dans un foyer de jeunes majeurs à Angers. Il finance ce voyage en s'emparant de 20 000 francs, dans la caisse de ce foyer. Il décide de partir à Paris où l'errance se poursuit sur fond de drogue, d'alcool et de prostitution. Il agresse une jeune fille de 18 ans dans son immeuble, alors qu'elle rentrait chez elle. Après avoir été violée, elle est poignardée et laissée pour morte. Blessée très gravement, la jeune femme survit pourtant à l'agression. Georges n'est pas inquiété, la justice concluant à un non-lieu. En février 1982, il se fait arrêter dans le cadre d'une affaire de vol. Sa conditionnelle tombe. Condamné à 5 mois de prison, il est expédié en maison d'arrêt à Fleury-Mérogis. Le 7 juin 1982, il agresse Violette K. dans un parking souterrain du 16e arrondissement. Il la viole, la poignarde et tente de l'étrangler. La jeune femme parvient à s'enfuir. Guy Georges est repris par la police quelques jours plus tard. Il est condamné à 18 mois de prison, qu'il purge partiellement à Écrouves, en Lorraine. Un soir, où il a obtenu une permission de sortie pour bonne conduite, il viole Pascal Nix, dans sa voiture. Celle-ci est poignardée mais parvient à s'échapper. La police arrête Georges le soir même. Il est condamné à 10 ans d'emprisonnement. En semi-liberté, il en profite donc pour violer et tuer Pascal Escarfaille. Il expliquera la suite aux enquêteurs. À cette période, je me rendais régulièrement au cinéma Montparnasse et un soir, après la séance, je me suis rendu à côté du métro Edgar Quinet et j'ai pris un verre en terrasse à l'intérieur du café. J'ai vu passer une jeune fille blonde aux cheveux longs qui devait avoir environ 22 ans. Elle m'a de suite plu et j'ai flashé dessus immédiatement. Je me suis levé et je l'ai suivie dans une petite rue, qui se termine au café La Coupole. Guy Georges profite de la lenteur de la porte de l'immeuble à se refermer, pour se faufiler derrière Pascal Escarfaille. Je l'ai même doublée dans l'escalier, poursuit-il. Elle m'a rejoint au dernier étage. Elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai sorti un couteau, et j'ai répondu, « Toi ». J'avais sur moi un gros Opinel numéro 12. Dans son appartement, pour la calmer, je lui ai dit que je voulais juste l'enlever. Une semaine plus tard, il se constitue prisonnier dans un commissariat parisien. Il est condamné à une peine de 8 mois pour son évasion sans que le rapprochement soit fait avec le meurtre. Il est libéré le 4 avril 1992 et sévit de nouveau à Paris. Le 22 avril 1992, il agresse Éléonore D. dans un hall d'immeuble. Sa victime parvient à s'échapper et prévient les forces de l'ordre, qui arrêtent Guy Georges. Il est condamné à 5 ans de prison dont 3 avec sursis. Ressorti en 1993, Guy Georges poursuit son périple mortifère. Sur son chemin se trouve cette fois Catherine Rocher, 27 ans, qu'il assassine dans un parking souterrain après l'avoir violée, le 7 janvier 1994. 6 jours plus tard, il agresse avec un couteau une jeune femme, sous le porche du logement où elle réside, rue du Père Corentin. Il tue encore le 8 novembre 1994, en assassinant Elsa Benadis, 22 ans, dans le parking souterrain de sa résidence dans le 13e arrondissement. Un mois plus tard, l'architecte néerlandaise Agnès Nikan, 33 ans, est retrouvée par son compagnon, égorgée à son domicile dans le 11e arrondissement. Elle a été agressée sexuellement. Guy Georges témoigne, « J'étais en dehors de l'appartement lorsque je l'ai entendue téléphoner », expliqua-t-il aux enquêteurs. Quand elle a ouvert la porte pour sortir, je l'ai braquée avec un couteau et je suis rentré avec elle. Je l'ai entraînée vers son lit, j'ai dû l'entraver, et je ne sais plus à quel moment exact je l'ai bâillonnée. Ensuite, je l'ai tuée en lui donnant des coups de couteau au niveau du cou. Puis j'ai fouillé son appartement et je crois avoir pris divers objets. Guy Georges, que l'on commence à baptiser « le tueur de l'Est parisien », vit alors comme un marginal, errant de squat en squat, passant ses journées à boire et à voler dans les commerces. Et les agressions se poursuivent. Le 8 juillet 1995, Hélène Franking rentre chez elle, rue du Faubourg Saint-Martin, vers 3 heures du matin. Elle marchait à pied dans la rue, seule. Je lui ai demandé une cigarette. Je crois qu'elle m'en a offert une. Comme elle rentrait chez elle, on a pris la même direction.
À sa porte, je l'ai braquée avec un couteau. On est rentré chez elle, elle a essayé de me parler, je lui ai dit de se taire. On est monté chez elle et comme d'habitude je l'ai violée, je l'ai égorgée et j'ai fouillé son appartement, raconte Guy Georges. Guy Georges, au casier bien rempli, fait partie des cibles des enquêteurs qui travaillent sur le meurtre d'Elsa Benady. Il est d'ailleurs derrière les barreaux en septembre 1995, pour une agression commise un mois plus tôt dans le quartier du Marais. Les enquêteurs l'ont sous la main mais Guy Georges nie. Et son ADN ne permet pas de l'inculper, faute de fichiers centralisés. Et pourtant, sa soif de sang n'est pas satisfaite. En septembre 1997, après une tentative de viol manqué contre Estelle Fouque, c'est Magali Sirotti, étudiante de 19 ans, qui est violée puis poignardée à mort dans son appartement. Valérie Lausanne est agressée dans son escalier le 28 octobre 1997, puis c'est Estelle Magde, 25 ans, qui est retrouvée le 16 novembre 1997 à son domicile, agressée et égorgée dans son lit le jour précédent. Ce sera la dernière victime du tueur, que la presse surnomme désormais « la bête de la Bastille ». Ce n'est qu'en mars 1998 que l'enquête scientifique porte enfin ses fruits, sous l'impulsion du juge d'instruction Gilbert Thiel. Le laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Nantes parvient à identifier et à recouper les traces d'ADN laissées sur les scènes de crime, comme étant celles de Guy Georges. La photographie du suspect est transmise à tous les services de police et de gendarmerie. Dans la capitale, une soixantaine de policiers se mettent en chasse. Afin de prévenir d'éventuelles indiscrétions qui donneraient l'alerte aux fugitifs, le directeur de la police judiciaire, Patrick Rioux, prend l'initiative de prévenir des journalistes, le 25 mars, en leur demandant de taire l'information. L'un d'entre eux décidera pourtant de dévoiler le nom du suspect sur l'antenne de RTL, le 26 mars au matin. Heureusement sans conséquence. Ce même jour, Guy Georges est interpellé à la sortie du métro, la station Blanche, 9e arrondissement. Il ne savait pas qu'il était recherché. Il n'a pas pris la fuite. Le cauchemar d'un tueur en série insaisissable se dissipe, ainsi que celui d'une enquête chaotique, sur laquelle l'élite de la police judiciaire s'est acharnée en vain, pendant 4 années. L'histoire est d'autant plus cruelle, que les policiers ont eu Guy Georges entre leurs mains, en septembre 1995. À ce moment-là, 5 femmes sont déjà mortes. 2 équipes distinctes de la brigade criminelle enquêtent sur ces homicides. Pourquoi 2 ? Dans les 5 affaires, le mode opératoire est sensiblement différent. 2 jeunes filles ont été surprises dans des parkings en 1994, alors que les 3 autres ont été agressées dans des appartements entre 1991 et 1995. Conclusion logique, l'auteur des faits ne peut être le même homme, puisque les tueurs en série se caractérisent par une répétition morbide des mêmes procédés et des mêmes gestes. Chaque groupe d'enquêteurs dispose de plusieurs éléments matériels, notamment un mégot de cigarette, et la trace d'un pied découverte dans le sang d'une victime. Guy Georges présente un profil de suspect convaincant. Il a déjà été condamné à Nancy, Meurthe-et-Moselle, à 10 ans de réclusion criminelle pour un viol, qui s'est passé dans un parking. Les policiers chargés des 2 meurtres de 1994 le font donc extraire de sa cellule pour l'interroger. Il n'y a voir un quelconque lien avec les faits. Il accepte de se soumettre à des prélèvements ADN. La comparaison effectuée avec un échantillon découvert sur les lieux du meurtre d'Elsa Benady, tuée en novembre 1994, ne permet pas de le confondre. La 2e équipe de policiers de la crime prend le relais. Une perquisition est conduite au domicile de Guy Georges. Ils sont saisis des rubans adhésifs semblables à ceux qui ont servi à attacher les victimes. L'indice n'est pas considéré comme suffisant. La comparaison du pied du suspect avec l'empreinte retrouvée dans le sang d'une victime mène à une impasse. Les enquêteurs ont cru déceler un pied égyptien, une forme particulière mais courante, qui ne correspond pas au pied de Guy Georges. La déposition d'une jeune femme rescapée, quelques semaines avant l'interrogatoire, laisse en outre croire à un agresseur de type maghrébin. Le témoignage d'un sans-abri, qui a assisté à la fuite de Guy Georges, le décrit bien comme un individu de type métissé d'Européens et d'Africains.
Mais la police ne le retient pas. Le détenu n'est plus suspect. Cette malheureuse conclusion va provoquer une reprise des meurtres. À sa sortie de prison, Guy Georges tue à nouveau. Parce qu'aucun rapport n'a été établi entre les deux premières séries d'homicides, il fait, en 1997, 2 victimes supplémentaires, Magali Sirotti et Estelle Magde. Faute de fichier central d'empreintes génétiques, les experts n'ont effectué aucune des comparaisons qui auraient permis, dès 1995, d'identifier Guy Georges. 3 ans plus tard, devant la cour d'assises de Paris, il revient d'abord sur ses aveux faits aux enquêteurs avant de craquer. Et s'adressant au parti civil, il lâchera ces mots, « Je vais m'infliger une peine. Je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquille, quoi qu'il arrive, je ne recommencerai jamais. Même si vous ne l'acceptez pas, je vous demande pardon. » Guy Georges est condamné à la répétition, avait résumé un expert psychiatre lors du procès, preuve de la dangerosité de l'homme. Le 5 avril 2001, Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Depuis son incarcération à la maison centrale d'Ensisheim, Guy Georges fait l'objet d'une fascination macabre, de la part de jeunes femmes avec qui il échange de nombreux courriers. Ainsi, une étudiante en droit ira le voir régulièrement au parloir, et tombera sous son charme. Anne Gauthier, mère d'une des victimes, qui avait mené une co-enquête, parallèlement à l'enquête policière, et s'était isolée dans un couvent pendant le procès pour apprendre le pardon, a longuement correspondu avec lui. Après cette affaire, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, obtient la mise en place d'un fichier regroupant les empreintes génétiques recueillies lors d'enquêtes de police FNAG. Le juge d'instruction Gilbert Thiel, alors chargé de l'affaire, avait regretté l'absence d'un tel moyen de recoupement qui aurait pu permettre de confondre Guy Georges après le 5e meurtre. Guy Georges est éligible à la libération conditionnelle depuis mars 2020, fin de sa période de sûreté. Il n'en a pas fait la demande, en septembre 2021, conformément à ce qu'il avait déclaré à la fin de son procès. « Je vais m'infliger une peine. Je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquille. »